pour le thème central. Alors, en Afrique, il y a dans des pays où la question du franc est en voie de résolution ou est résolue. Je vais parler particulièrement du Bénin, la Tunisie, du Maroc et dans bien d'autres pays. Nous sommes entre révolutionnaires, entre des personnes qui veulent effectivement lutter contre l'impérialisme, la domination de l'impérialisme, contre les capitalistes et contre les despotismes. Et il y a une expérience heureuse, mais il y a aussi des expériences avec des difficultés, et il est important qu'on puisse effectivement exposer ces difficultés pour en avoir conscience. La Côte d'Ivoire est un état. Nous avons, au niveau du Parti communiste révolutionnaire de Côte d'Ivoire, adopté effectivement l'option politique qui consiste à rechercher par tous les moyens à former un front de lutte, un front de gauche contre l'impérialisme et les despotismes. Mais jusqu'à ce jour, cette recherche est encore en difficulté. Et il est important que nous puissions nous exposer effectivement la situation en Côte d'Ivoire telle qu'elle s'est présentée. La Côte d'Ivoire, en parcourant un peu rapidement au niveau historique, est un pays dominé par l'impérialisme, principalement l'impérialisme français. Ce qui veut dire tout simplement que tout ce qui se fait en Côte d'Ivoire, l'économie de la Côte d'Ivoire, les décisions politiques et tout ça sont entre les mains de l'impérialisme français. Ce qui veut dire également que nous avons un pouvoir néocolonial qui est l'allié objectif de l'impérialisme français. Ce qui veut dire aussi que du fait de cette domination, les masses populaires vivent dans une misère. Ce qui veut dire aussi qu'il y a des soubresauts, il y a effectivement des guerres, il y a des souffrances que les peuples subissent du fait de cette domination impérialiste. Alors, nous allons remonter un peu dans les temps rapidement pour comprendre un peu le processus de recherche de fonds du Parti communiste. Nous allons commencer à la prémisse, parce qu'avant la prémisse, le Parti communiste révolutionnaire n'existait pas. Donc nous n'allons pas en parler. En 1990, il y a eu un vaste mouvement populaire, très violent, violence révolutionnaire, qui exigeait la destruction de l'autocratie. Le mot d'ordre, pour le prendre un peu ce qui est parti en Tunisie, c'était vous faut être voleur, vous faut être dehors. Comme Ben Ali dégage. Alors, ce mouvement politique qui réclamait la destruction de l'autocratie s'est terminé par juste quelques acquis. C'est-à-dire les acquis pour les libertés d'organisation. Et les partis réformistes qui sont nés donc à la veille de cette lutte ou après cette lutte se sont contentés de cette déni-liberté. Le Parti communiste n'était pas encore né, puisqu'il est né en novembre 2090, il ne pouvait pas former le front. Mais ce vaste mouvement n'a pas pu faire chuter l'autocratie, tout simplement parce que les différents partis réformistes qui étaient issus des divers groupes qui se disaient marxistes avant la police, mais vous savez qu'avec la chute de l'URSS, tous ces pseudo-marxistes ont retourné les vestes pour s'appeler sociaux-démocrates, etc. En fait, ils ont commencé à afficher leur anticommunisme binaire. Donc, résultat, la Côte d'Ivoire n'a pas pu avancer sur la voie de la révolution. Quelques acquis, comme je l'ai dit tout à l'heure, est liberté. La deuxième période, c'est 93-2000. 93, c'est la mort du père fondateur de la Côte d'Ivoire, le football, qui devrait correspondre bien sûr théoriquement à une avancée, puisque le père de l'autocratie venait de disparaître, des partis. Maintenant, l'autocratie est restée. L'autocratie est restée parce que justement, la lutte des masses n'a pas pu faire bousculer les institutions de l'autocratie. Alors, le parti autocratique
le parti réactionnaire qui dirigeait la Côte d'Ivoire s'est nerveux sur un clivage ethnique, mais qui représente en fait des intérêts de classe. Tout à l'heure, c'est ce que le camarade disait. Nous avions d'un côté les anciens barons du PLC qui représentaient la bourgeoisie agraire, ceux qui ont accumulé les richesses et les intellectuels qui se sont accrochés au pouvoir depuis 10 ans, 20 ans, qui ont accumulé les richesses, et une nouvelle bourgeoisie qui était naissante, mais qui était beaucoup plus tournée vers le commerce, le transport. C'est cette bourgeoisie-là représentée par le clan Alassane Ouattara, donc qui a voulu moderniser le PLCI et en faire un parti au service d'une bourgeoisie moderne. Alors, comme les deux clans bourgeois étaient tous adossés à l'impérialisme international, particulièrement l'impérialisme français, il fallait trouver des différences pour le combat. Et ces différences-là, c'était l'ethnie. Alassane est du Guinée, Alassane est du Nord. Voilà d'où est venu le combat entre ces deux factions de la bourgeoisie néocoloniale. Alors, ce qui est important à retenir, c'est que cette lutte va changer fondamentalement le visage politique de la Côte d'Ivoire. Les clivages politiques. Nous avons eu d'abord un rapprochement entre le principal parti d'opposition, le Front populaire ivoirien de Laurent Gbagbo, et ce parti de Alassane Ouattara. Chacun ayant toujours le couteau derrière le dos, attendant le bon moment pour donner un coup à l'autre, mais il était en alliance contre le PLC. Et puis, au fil du temps, le courant chauvin prenant le terrain, le FPI s'est détourné donc de cette alliance pour récupérer ce courant chauvin et en faire sa force principale. Donc, nous arrivons aux alentours de 2099, où un coup d'État est organisé avec les deux tendances, FPI et RDR, avec les militaires, et où, au finish, la tendance FPI finit par l'emporter, puisque tout le courant de Alassane est expulsé du gouvernement militaire, et aux élections de 2000, la constitution est faite comme le voulait les FPI, et les FPI remportent les élections de 2000. À ce niveau, effectivement, le Parti communiste était encore de la clandestinité. Le patriote de 10 jusqu'en 2002, le Parti communiste était de la clandestinité. Et c'était difficile dans cette phase de clandestinité. Bien sûr, c'était possible, mais c'était difficile de constituer donc des fronts. Néanmoins, la tentative de regroupement des syndicats a pu se faire, mais ça n'a pas été bien loin. C'est-à-dire que c'est resté encore à un stade primaire. Deux éléments importants vont se produire à partir de 2002-2014. Le premier élément, c'est la légalisation du parti en 2002. Le deuxième élément, c'est la rébellion qui a éclaté en 2002 également. Alors, la rébellion éclate, la Côte d'Ivoire est coupée en deux, et nous avons au sud le pouvoir de Gbagbo, au nord la rébellion, mais en fait le pouvoir de Gbagbo ici est partagé entre Gbagbo, la rébellion, et les autres partis pro-impérialistes qui soutenaient ouvertement la rébellion. Or, en 2002, nous nous trouvons dans une situation où, effectivement, la violence réactionnaire est réapparue. La violence réactionnaire est réapparue avec son cortège de répression sauvage sur les masses populaires, aussi bien dans la zone occupée par la rébellion que dans la zone occupée par le pouvoir de Gbagbo. Nous avons eu personnellement, particulièrement le groupe Parti communiste de Côte d'Ivoire, après un de nos jeunes militants, le secrétaire général de la jeunesse du parti, qui a été assassiné froidement par des partisans de Gbagbo. Donc, ces deux éléments importants vont façonner un peu la façon de faire, la façon de travailler au niveau du front, au niveau de la recherche du processus du front.
toutes les répressions qu'il y a eu pendant cette période, le Parti communiste révolutionnaire de Côte d'Ivoire a proposé, à faire le point d'abord des exigences des masses et a proposé une plateforme de lutte. Une plateforme de lutte pour rassembler tous ceux qui voulaient faire face aux exigences des masses. Quelles étaient ces exigences? Premièrement, le rejet de la guerre, le rejet de la rébellion, le rejet de la guerre. Ensuite, le rejet de l'impérialisme. C'est l'exigence des masses. Le rejet de l'impérialisme parce que, effectivement, au cours de cette guerre, les masses ont subi beaucoup d'agressions de la part de l'impérialisme. Et ils ont commencé à comprendre ce que c'était que l'impérialisme. Même si, par ailleurs, le pouvoir FPI faisait en sorte de transformer ce courant anti-impérialiste en courant chauvin contre les ressortissants des pays de l'Afrique de l'Ouest, contre les étrangers en général. Effectivement, il y a un fort courant anti-impérialiste qui est né au cours de cette période. Donc, le rejet de l'impérialisme. Ensuite, le rejet de la Constitution, qui était une constitution conflictuelle, qui est encore là, une constitution conflictuelle. Rejet des restrictions des libertés, parce que comme je disais tout à l'heure, au sud comme au nord, effectivement, les libertés étaient bafouées, il y avait des assassinats sauvages. Rejet de l'exclusion. Le tribalisme était devenu pratiquement la tasse d'été des partis bourgeois, aussi bien au niveau de la rébellion qu'au niveau du pouvoir par et de tous ceux qui l'habitent autour. Le rejet, bien sûr, de la corruption, de la mauvaise gestion. Donc, voilà les raisons des masses. Le Parti communiste révolutionnaire a proposé une plateforme autour de ces exigences pour appeler les révolutionnaires, les démocrates, les anti-impérialistes à se saisir dans cette plateforme et à former un front de lutte. Malheureusement, ce front de lutte n'a pas pu avoir lieu parce que aucun des partis ne s'est approprié cet appel. Chacun des partis s'est aligné soit sur la rébellion, soit sur l'FP. Le parti a continué à faire la propagande sur ses exigences dans les couches de masse fondamentales, savoir les ouvriers, les paysans, les jeunes. Le résultat, c'est que le parti sorti de la clandestinité a pu se déployer largement au niveau de toute la Côte d'Ivoire, aussi bien dans la zone rebelle que dans la zone sud. Mais la question du front n'a toujours pas été résolue. En 2014, en 2010 plutôt, les contradictions entre les factions bourgeoises ont largement évolué et on est arrivé à des affrontements post-électoraux. Des affrontements post-électoraux. En fait, les élections de 2010 se sont déroulées entre deux principales forces réactionnaires, les ouvriéristes, qui voulaient revenir au pouvoir, qui s'étaient appuyés, qui avaient comme armée la rébellion, et le pouvoir de la haut, qui voulait se maintenir pour le coup, qui avait pour allier, bien sûr, qui s'appuyait sur l'armée légale, mais aussi sur un arsenal de milices qui avait mis en place. Donc, cette guerre entre les deux camps a été très difficile pour le peuple et nous avons enregistré plus de 3000 morts. Officiellement, c'est ce que les organisations ont dit, les organisations internationales, 3000 morts, mais c'est beaucoup plus que ça. Parce qu'il est impossible de compter les morts, surtout les charniers clandestins vont continuer de dévorer. Alors, après cette crise post-électorale, nous nous retrouvons dans la situation actuelle où le pouvoir en place imposé par l'impérialisme français, puisqu'à l'issue des élections, les deux camps ne se sont pas mis d'accord pour se départager. Il a fallu une intervention de l'armée française pour imposer des plans à ça. Donc, à l'issue de cette crise,
Les problèmes qu'il y avait avant la crise se sont accrus. Misère des masses, l'exclusion qui continue, savoir les tribalistes aujourd'hui, mais à rebours, c'est-à-dire que c'est vraiment les gens du Nord qui, plutôt le pouvoir de la salle, qui présentent les gens du Nord comme ses partisans et les frères d'Amérique pour les opposer aux gens du Sud, les chrétiens contre les musulmans, ainsi de suite. Par rapport à cette situation, nous avons réalisé les études de Dieu et pratiquement les mêmes exigences demeurent. Autour de ces exigences, nous avons proposé une plateforme militaire de rassemblement des forces politiques pour faire face à un pouvoir bourgeois colonialiste, répressif, cupide, du pouvoir de la Samara. Les élections de 2015 approchent, les fractions bourgeoises aiguisent leurs armes pour encore s'affronter. Alors, nous sommes passés à une phase supérieure, ça va faire un projet qui prend en compte cette plateforme qui avait été proposée avec un approfondissement des questions, surtout des questions urgentes à régler, en particulier la question de la présence des armées étrangères sur le territoire national. Nous avons plus de 10 000 soldats de l'ONU, mais pilotés par la France sur le territoire de Côte d'Ivoire. Cette armée est intervenue en 2010, mais elle est là, et certainement qu'elle va intervenir encore en 2015 si les protagonistes n'arrivent pas à faire des élections apaisées. Donc, premier élément, il faut effectivement lutter autour de la présence des armées étrangères, qui est un des éléments de la domination de l'Est et qui aujourd'hui préoccupe effectivement les citoyens. Parce que cette armée est là, mais cela n'empêche pas que les gens se tuent, cela n'empêche pas que les camps de réfugiés internes soient attaqués avec des massacres, cela n'empêche pas que les communautés s'entre-déchirent. Donc cette armée est inutilement là pour les masses, inutilement là pour les masses et inutilement là pour la bourgeoisie et les présidents dessus. Cela est important parce qu'il faut protéger les intérêts impérialistes pour protéger les ressortissants des pays impérialistes. Donc, nous pensons qu'aujourd'hui, la situation est mûre pour appeler à un front de gauche. Nos appels sont en train d'être entendus, puisque deux partis qui se disent partis de gauche ont commencé à nous rapprocher, se rapprocher de nous et à discuter. Nous pouvons également dire qu'au niveau des luttes sociales, en particulier dans certains secteurs, c'était de la jeunesse, nous avons réussi à regrouper tous les syndicats d'étudiants qui s'affrontaient avant sur une plateforme de lutte pour l'amélioration des conditions de vie des étudiants, y compris la fameuse organisation des étudiants qui était sous la coupole du parti de Babou. Aujourd'hui, ils sont arrivés effectivement à se dire qu'il faut que nous luttons pour les intérêts des étudiants. Donc, nous avons réussi à remettre ces syndicats ensemble sous la direction de la jeunesse du parti pour organiser les luttes en milieu scolaire pour les recommandations. Au niveau syndical, nous avons également réussi à commencer à regrouper. Aujourd'hui, il y a 4 ou 5 centrales qui sont regroupées. C'est des centrales qui sont marginalisées par le pouvoir, qui sont, disons, le pouvoir ne considère pas parce que bon, les textes ne sont pas sérieux. Donc, nous avons commencé à regrouper ces syndicats pour organiser effectivement une réponse au niveau du mouvement ouvrier. Donc, en entendant que les partis politiques réagissent pour arriver véritablement à la formation d'un groupe au niveau social, voilà ce que nous avons fait. Donc, comme je le disais tout à l'heure, des efforts sont en train de faire en direction des partis politiques. Nous avons déjà enregistré, disons, l'intéressement de 2 partis. Donc, voilà aujourd'hui le processus tel qu'il est entamé et les problèmes objectifs se posent à la Côte d'Ivoire imposent cette politique de front. Parce que le Parti communiste n'a pas encore la capacité
de renverser la situation lui seul. Il faut absolument qu'il s'allie des forces qui veulent bien un changement de la situation et qui, au minimum, pose le problème de la libération de la paix devant la domination de Christ. Au minimum. Les autres questions, nous pouvons en discuter, nous pouvons ne pas tomber d'accord, mais deux éléments essentiels. Premièrement, que, effectivement, ces partis ou organisations se passent vraiment dans l'anti-impérialisme, pour la libération de la paix du jour de l'impérialisme. À commencer par lutter pour le départ des armées étrangères. Ensuite, deuxième élément, il faut que ces partis adhèrent à une Côte d'Ivoire démocratique, où les libertés sont respectées. Les libertés sont respectées. Donc voilà un peu les bases sur lesquelles nous voulons construire dans ce front-là et avancer. Bien sûr, c'est un programme. Le Parti communiste a son programme, qui est un programme révolutionnaire pour le socialisme scientifique en Côte d'Ivoire. Et à l'instant actuel, au moment actuel, les contradictions de classe, les regroupements des forces politiques sont tels qu'il nous faut nous allier à des forces même réformistes, mais qui acceptent le minimum, à savoir la liberté, à savoir la démocratie, à savoir lutter sur le terrain social pour les ouvriers, les paysans, etc.